vous êtes en train d'arriver, c'est tant mieux, mais on a des contraintes de timing qu'on doit respecter. Alors, soyez les bienvenus dans cette conférence du mardi du PGE. Sur un format 19h15, 20h15 qui nous avait été demandé pour permettre aux étudiants qui ont cours jusqu'à 19h, il y a quelques sections, il y a quand même 6 sections en tout qui sont dans ce cas-là, donc on a décalé pour que vous puissiez arriver. Soyez les bienvenus donc dans cette conférence consacrée à la marque employeur, qui est un thème très intéressant, assez innovant, et que probablement vous devez connaître en complément des cours de RH que vous avez eus au premier semestre. Pour cela, nous accueillons 2 personnes hautement qualifiées pour développer ce thème. D'abord, Suzanne Castel, qui est directrice générale déléguée de l'agence de communication InSign, qui est spécialiste de la marque employeur, et puis notre local de l'étape, le professeur Jean-Philippe Danglade, qui est professeur de marketing, mais qui est également directeur du département stratégie à Kedge. Et si je vais de suite lever le suspense, si vous vous demandez si vraiment c'est un spécialiste du thème, ben regardez, allez, je fais sa pub, c'était pas prévu, peut-être qu'il n'apprécie pas, mais voilà. Jean-Philippe vient de sortir le bouquin qu'il faut avoir lu sur le thème. Et je l'ai parcouru, il me l'a gentiment fait parvenir. J'ai lu, c'est passionnant, il y a plein d'exemples d'entreprises, de vrais cas, enfin, vous allez vous régaler. Mais j'en dis pas plus, je vais laisser la parole à nos experts. Moi, je vais me faire tout petit. Et lors des temps d'échange, je me ferai votre porte-parole pour leur porter vos questions. Voilà, Jean-Philippe, Suzanne, je vous laisse la parole. Suzanne, je te laisse commencer, si tu veux. Oui, bah, peut-être tout simplement pour introduire le sujet, donc en complément de mon activité, moi je suis aussi une ancienne de l'école, voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça me fait particulièrement plaisir de partager ce moment avec vous. J'étais pas une PGE, moi je sors de la filière du coup internationale. La marque employeur, aujourd'hui, c'est un sujet, je pense, dont vous n'avez pas forcément connaissance de tous les contours. C'est un sujet qui évidemment est passionnant et surtout, par contre, derrière lequel il y a plusieurs manières d'appréhender. Peut-être juste pour vous resituer la façon avec laquelle moi, de manière très simple, je le présente. J'explique que finalement, la marque employeur, c'est un concept qui regroupe l'ensemble des actions, des prises de parole, des actes qu'une entreprise développe à l'égard de ses candidats ou de ses collaborateurs. Et donc, pour l'expliquer de manière simple, je fais aussi un parallèle avec le monde du produit et je travaille sur le cycle de vie d'un candidat collaborateur en expliquant tout simplement que cette marque employeur, elle peut justement être travaillée par les entreprises à destination du candidat quand il est en phase de veille et de recherche d'emploi. Ça se traduit également sur la phase d'entretien, cette deuxième étape. La troisième étape qui est le onboarding. Et puis la quatrième étape, la vie dans l'entreprise. Et ça doit se traduire logiquement jusqu'au départ, qui est une étape à part entière pour moi qui doit justement incarner cette fameuse promesse employeur. Donc voilà un peu en tout cas pour une overview de ce que je mets moi derrière ce grand concept. Bonsoir à tous, donc je suis Jean-Philippe Danglade, je suis aussi un ancien de l'école du programme en management du sport, programme que je dirige aujourd'hui quelques petites années, on va dire, et plutôt un spécialiste à l'origine des stratégies de marque qui sont liées à la fois aux célébrités. C'était mon premier ouvrage, marketing et célébrités, comment les marques utilisent des célébrités pour communiquer, et un spécialiste aussi du marketing du sport, puisque j'ai coécrit avec mon collègue Lionel Maltese, qui travaille à Kedge, qui est professeur à Kedge également, un ouvrage en marketing sportif. Et c'est vrai que du fait de mes fonctions de management, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, je suis directeur du département stratégie, qui regroupe une cinquantaine de professeurs dans un domaine qui sont très très variés, hein, la stratégie, le CSR, l'innovation. Et après avoir fait exactement le même job pendant 4 ans au marketing, hein, donc la gestion de personnes, le management, la fidélisation, l'attraction, le recrutement d'employés, tout ça m'a pas mal travaillé. Et c'est vrai que ce concept-là est le concept
qui s'est imposé dans la communauté, qui fait le lien entre le marketing et les RH, les ressources humaines, qui ont sans doute besoin de s'inspirer de pas mal de techniques, comme l'a dit Suzanne, dans toutes les phases du cycle de vie de l'employé, du recrutement, en passant par l'intégration, jusqu'au départ. D'accord? Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Le bouquin, la principale richesse de ce bouquin, elle vient justement des personnes comme Suzanne, des professionnels que j'ai eu la chance d'interviewer dans des cadres totalement différents. Parce que la problématique, c'est une double problématique d'attractivité des employés et de rétention des employés. Parce que il est compliqué. Alors pour vous, c'est vrai qu'à ce stade de votre cursus, vous commencez l'école, vous allez choisir des spécialisations au programme grande école. Et c'est vrai que vous êtes dans une position où il va apparaître difficile de s'intégrer, difficile de trouver un stage, difficile de trouver un emploi, un CDI. Mais sachez quand même que c'est également difficile pour une entreprise, quelle qu'elle soit, de recruter parfois. Pensez aux PME, aux ETI en particulier. C'est difficile aussi, ça c'est des gens qui travaillent chez Procter Gamble, chez Decathlon qui me l'ont dit. C'est compliqué aussi pour les grands groupes de bien recruter, de bien cibler ces candidats parce que le recrutement a un coût important. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a recruté, intégré, le grand drame des entreprises aussi aujourd'hui, c'est des problématiques comme le désengagement, comme le turnover, et des gens qui vont quitter l'entreprise, ce qui est assez fréquent, ce qui est assez normal, qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui, ce qui, pour les gens de ma génération, la génération de mes parents, était inconcevable. On allait passer toute une vie dans la même entreprise. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Moi, j'ai pas mal d'exemples d'étudiants qui ont suivi mes cours et qui font cours à Kedge, d'ailleurs, un ancien étudiant qui s'appelle Marin Suzac, qui a commencé sa vie professionnelle en agence chez Publicis, qui 3 ans plus tard a été débauché par un des clients qui était Orangina Schweppes. Donc, il était directeur du digital. Puis après, il a été directeur de marketing dans un autre grand groupe, qui est le groupe Bell, où il est au directoire également. Donc, vous voyez des protections qui sont assez logiques. Mais finalement, à chaque fois qu'un employé quitte l'entreprise, il faut que l'entreprise recommence le travail de séduction, de recrutement et de formation. D'accord? Donc la marque employeur, comme disait Suzanne, c'est l'ensemble des prises de parole, c'est aussi les dispositifs que mettent en place les entreprises afin aussi de maintenir les employés. Et ça passe par, quand on fait des analogies, il y a pas mal d'analogies marketing, RH, client, employé. Comment est-ce que on peut s'inspirer de toutes les techniques d'approche du client par rapport à un employé? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir ce qu'on appelle une EVP, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Employee Value Proposition. D'accord? C'est un petit peu l'offre RH de cette entreprise. D'accord? Donc, voilà comment j'ai appréhendé le sujet. Et ce qui est intéressant dans le point de vue de Suzanne, justement, et dans son propos, c'est que son agence a une méthodologie particulière. Parce que les entreprises elles-mêmes, dans leur majorité, même si ça progresse, ont une méconnaissance de la marque employeur, du concept et des façons de procéder. Donc, une agence comme Insight va les accompagner, ça fait partie du panel de leurs activités. Je te laisse, Suzanne, si tu veux développer un petit peu ta méthodologie, ton approche vis-à-vis de ces entreprises. Ça passe par beaucoup de dialogue, je crois. Oui, en effet. En fait, souvent, on est, nous, mandatés, en tout cas, les clients viennent nous chercher pour formaliser donc, ce qu'on appelle leur promesse employeur. Donc, à l'instar de ce que vous connaissez sur du produit, que ce soit du B2B ou du service, on fait la même chose, donc, du coup, sur l'entreprise en tant qu'employeur. Quel sera mon bénéfice, moi, en tant que collaborateur, à la rejoindre plutôt que d'aller chez son concurrent? Voilà, quelles sont les preuves qu'elle peut, du coup, me mettre en avant pour que j'ai justement confiance et que cela m'assure que l'usage est vraiment celui sur lequel je m'étais projetée. Ça, c'est vraiment des grosses missions très structurantes qui sont passionnantes, qui se déroulent sur plusieurs mois.
Et c'est important en fait de prendre ce temps-là, c'est-à-dire que c'est pas du temps de perdu, c'est un temps qui est absolument nécessaire. Parce que pour bien mener cette réflexion-là, on a d'abord une première étape qui consiste à réaliser un certain nombre d'interviews avec des membres du COMEX. Pourquoi est-ce on va jusqu'au COMEX et pourquoi est-ce que finalement on ne se satisfait pas de quelques petites interviews à droite à gauche? C'est que pour qu'elle soit parfaitement réussie, une promesse employeur, elle doit être absolument amendée, validée, portée par la direction de l'entreprise. Sinon, ce sera que du mauvais marketing et du bullshit RH. Voilà, c'est un peu cash, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que moi, j'insiste tout le temps sur le fait d'avoir autour de la table, dans ce genre de mission, vraiment la totalité, la quasi-totalité en tout cas du board. Suite à ces interviews qu'on réalise en one-to-one du coup avec les membres du COMEX, on travaille aussi avec les collaborateurs évidemment de l'entreprise. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir finalement s'il y a des convergences, des divergences entre ce qui nous a été raconté par la direction et ce que les collaborateurs, eux, peuvent vivre de l'intérieur. Et donc, nous, ce qu'on utilise comme méthode, c'est effectivement des ateliers qui regroupent des profils entre 8 et 10 personnes qui sont du coup issus de tous les métiers. Ce qu'on cherche à faire, c'est que justement cette étape-là aussi soit un moment aussi de partage, de connaissance des collaborateurs entre eux. Et là où au départ, c'est assez rigolo parce qu'ils rentrent dans la salle en se disant ah, pourquoi est-ce que je suis avec machin autour de cette table? Franchement, on n'a absolument rien à voir. Nos histoires sont quand même assez différentes. L'un peut être, je vous dis n'importe quoi, à la finance et l'autre gérer un entrepôt sur la logistique, par exemple. Et au final, c'est assez génial de voir que au bout de ces 3-4 heures, bah, au final, ils se disent ben, ah ouais, mais en fait, on a plein de points communs. Et ce qu'on vit dans cette entreprise, ben, voilà, il y a des jalons, il y a vraiment des aspérités qui sont partagées par tous. Et donc, pour nous, en tant que conseil en communication, c'est cette matière-là qui est extrêmement précieuse. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est évidemment d'élaborer un discours, de le structurer, de le marketer, mais en repartant de la vraie réalité, évidemment, du terrain. Donc, on fait ces ateliers-là. Ensuite, nous, parce que moi j'aime bien objectiver les choses, parce que j'aime bien, je me dis que souvent on aime bien se raconter des histoires et c'est quand même toujours bien d'avoir un peu des gens un peu poil à gratter qui viennent nous rechallenger. Donc ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on intègre aussi des points de vue justement de personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Par exemple, j'ai travaillé pour un de mes clients qui a son siège du coup social sur Bordeaux. Et donc, justement, j'avais interviewé une personne de chez Kedge en charge des relations justement avec les entreprises pour savoir quel était le point de vue que Kedge, en tant qu'école, avait justement sur ce client-là. Je travaille aussi beaucoup avec, par exemple, des cabinets de recrutement, des agences d'intérim qui travaillent régulièrement avec mon client. Et c'est toujours intéressant de savoir, eux, finalement, quel type de personnes ils poussent pour ce client-là et pourquoi est-ce que je pousse ce type de personne plutôt qu'un autre et par rapport aux concurrents, comment vous faites vos choix. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça amène vraiment ce regard extérieur, encore une fois, qui permet d'objectiver la réalité. On creuse aussi dans le cadre de ces missions-là tout ce qui va se raconter sur les réseaux sociaux, évidemment, sur des Glassdoor, Indeed par exemple. Voilà, connaître aussi la voix des anciens collaborateurs ou des collaborateurs actuels, c'est aussi un vrai levier d'information qu'on exploite. Et puis, sur la base finalement de l'ensemble de ces éléments, il nous reste quand même une brique importante, c'est le benchmark, le bon traditionnel benchmark, le benchmark des familles, comme on dit, mais qui fait toujours bah, voilà, partie intégrante de la méthode, parce qu'à un moment, le but de notre système, c'est de, évidemment, pas du tout raconter la même chose que mon voisin, et en même temps, tout ça en restant très authentique, bien sûr. Sur la base de tous ces éléments, ensuite, on travaille avec nos clients pour la formalisation du coup, de cette promesse, donc une phrase assez simple et générique qui encapsule vraiment la valeur d'usage, la proposition de valeur qu'on va avoir à travailler dans cette entreprise. Et puis ensuite, on définit 3, 4, 5 piliers qui sont vraiment des grands sujets qui vont venir justifier, prouver justement cette promesse employeur. Donc voilà pour la méthode, en tout cas générale, de comment on arrive à formaliser une promesse employeur. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, une des interviews que j'ai eu la chance de réaliser, c'est avec le responsable de la marque employeur chez Decathlon. Decathlon qui est par ailleurs reconnu comme un des meilleurs employeurs par les Français. On verra les classements, c'est vrai qu'il y a matière à se renseigner puisqu'on rank également et on classe les employeurs comme on classe les marques d'une manière générale. Et c'est vrai que la formulation
de la proposition de valeur Decathlon est très claire et justement s'articule autour de 5 piliers, de plusieurs piliers qui sont assez forts, hein, avec un dénominateur commun qui reste la passion pour le sport. Je suis passé par Decathlon, je suis aussi bien placé pour en parler parce que évidemment on a la chance de travailler sur un objet qu'on pratique à différents niveaux. Hein. Les raquettes de tennis, c'était mon cas, ou des clubs de golf. Et évidemment, ça transparaît dans cette culture d'entreprise qui est extrêmement dynamique, extrêmement jeune. Donc ça, c'est le b.a.-ba, on va dire. Après, vous avez la notion de confiance qui est très, très important. Quel que soit le stade de votre carrière, on va vous faire confiance. Et ça, c'est pour avoir connu l'entreprise il y a 20 ans, ce n'était pas forcément le vécu que j'ai eu il y a une vingtaine d'années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Decathlon, on prône la prise d'initiative et le droit à l'erreur. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de tous les grands distributeurs. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'à une vingtaine d'années, pour une première expérience, un apprentissage, un stage, on est le droit de se tromper, on ne sera jamais blâmé, au contraire, on sera récompensé pour les initiatives. Après, le troisième pilier, la troisième grande valeur, c'est être concret. C'est-à-dire, je dis, je fais. C'est vrai que les managers sont très, très attentifs à ce que les actes soient vraiment conformes aux promesses des employés à ce niveau-là. La quatrième idée, c'est le sens du service, l'idée d'être aussi polyvalent. Et c'est vrai que ça se justifie par des postures qui peuvent être assez différents en termes managériels. Ce qui intéresse Arnaud sans doute aussi, c'est que on a des managers qui sont tour à tour des experts dans un domaine particulier, par exemple parce qu'ils ont été à l'ouverture d'un magasin Decathlon à l'international. Donc sur certains projets, une même personne peut avoir des postures qui sont assez différentes, comme être un leader et un chef de projet, comme être une simple ressource, parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi de bras pour mettre en place telle ou telle opération. Un référent, parce qu'on a eu une expertise forte par le passé, et donc on va conseiller aussi les chefs de projet. Et on peut être aussi simplement coach. Et ça va dans les deux sens, puisqu'on a l'enjeu des RH aujourd'hui, c'est le mélange des générations. Comment est-ce qu'en entreprise cohabitent des personnes qui ont une cinquantaine d'années avec des personnes qui ont 25 ans aujourd'hui, qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas appris de la même manière, qui n'ont pas le même rapport à l'entreprise également. Donc, tout ça est très très fort en fait dans cette idée du sens du service, service à la communauté, service aux collègues. Et le dernier pilier, c'est aussi la vitalité, d'accord, capacité d'adaptation, de réaction face à un environnement qui est mouvement. Comment est-ce que vous réagissez face à une rupture de stock sur un produit extrêmement important, d'accord? Donc, et chaque entreprise que j'ai eu l'occasion d'interroger a défini cette vision de manière assez simple autour de valeurs importantes. Procter & Gamble, par exemple, aussi, qui est un très, très grand groupe qu'on a l'habitude d'opposer à Unilever, m'a clairement dit de mon côté, c'est vrai que chez nous, ce qui va faire la différence à un moment donné, c'est la confiance. C'est-à-dire, on va à un junior confier parfois des tâches extrêmement importantes et des responsabilités de très, très haut niveau. Sous-entendu, chez Unilever, le concurrent, ça sera peut-être pas forcément la même chose. On a aussi un ascenseur social qui est très rapide, d'accord, pour des progressions de carrière qui sont claires, rapides et évidentes. Ce qui veut dire aussi peut-être, si j'interprète, que le sous-entendu, ça veut dire que chez Procter & Gamble, on ne va pas forcément mettre le curseur sur le salaire, d'accord. Ça sera peut-être le truc d'Unilever, parce que en effet, pour les jeunes gens de votre génération aujourd'hui, évidemment, on est toujours intéressé par le salaire et les différents niveaux de salaire, mais importe également le package au niveau des conditions les nombreux avantages que peut procurer une entreprise, la réputation en termes de management, la qualité du lieu dans lequel on travaille également. Pas mal d'autres dimensions, vous voyez, qui sont mis en avant et qui sont de plus en plus privilégiées par les jeunes aujourd'hui. Ça paraît assez évident.
Après, si je peux me permettre de continuer, en tout cas, c'est vrai que cette formalisation de la promesse, c'est la première étape. En tout cas, enfin, si on essaie de bien faire les choses, on structure d'abord cette promesse. Et après, ce qui est super important, c'est justement l'alignement et la cohérence entre cette promesse et ses actes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que une fois qu'on a raconté cette chose, ça doit forcément impacter la manière dont on va communiquer justement pour faire connaître ses postes à pourvoir, pour présenter son entreprise, etc. Ça doit forcément, de mon point de vue, impacter sur comment on va gérer les phases d'entretien. Typiquement, par exemple, si on met, du coup, je dis n'importe quoi, le collectif au cœur de notre promesse, justement, employeur, en tout cas d'un des piliers, à un moment, ce serait pas anormal de se dire que, bah, en fait, dans la phase de recrutement, il y a une séquence sur laquelle on est avec deux, trois collaborateurs autour de la table. Par exemple, c'est le genre aussi de choses qui incarnent et qui donnent vraiment du coup du crédit à notre discours. Et ça, ensuite, c'est valable sur l'ensemble des étapes que j'ai déjà évoquées. Mais j'insiste souvent sur ce point parce que quand j'explique à mes clients, je leur dis, bah, super, là, on vient de finir, et c'est un gros travail, mais on vient de finir la première brique. Ça, c'est au cœur. Mais ensuite, derrière, tout le plus dur, pour de vrai, c'est ce qui nous arrive. Enfin, c'est la suite de l'histoire parce que tout l'enjeu, il est vraiment sur l'incarner, lui donner corps. Et ça, c'est un travail qui est intéressant parce qu'au final, c'est un travail qui va mobiliser toute la ligne managériale aussi, qui est une partie très prenante, justement, sur le crédit ou non de cette promesse et de ce discours employeur. Ouais, justement, sur l'incarnation, comment ça s'organise? Ça s'organise à plusieurs niveaux. Il y a évidemment au niveau de tous les employés, on a l'habitude de dire que les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise sont les employés eux-mêmes, hein. C'est donc un travail collectif. Après, comme le disait Suzanne aussi sur les phases d'écoute, l'impulsion de la direction générale est extrêmement importante là-dessus au niveau du discours parce que la direction générale va forcément être le porte-parole de l'entreprise à la fois en interne et en externe. Bien entendu, la DRH, d'accord, la direction des ressources humaines, d'accord, qui a tout intérêt à s'inspirer de pas mal de techniques de fidélisation et surtout de techniques de communication, parce qu'un des reproches traditionnels qu'on fait au RH, c'est d'être un petit peu coupé du reste de l'entreprise. Donc, tous ces progrès des RH à faire leur propre com et leur propre marketing. Après, il y a des gens qui vont être en charge directe de la marque employeur. D'accord. Et ça, c'est des métiers qui sont plutôt récents. Donc, on voit aujourd'hui pas mal d'offres sur responsable de la marque employeur, responsable des relations avec les écoles également et du sourcing de talents. Des postes que par le passé, on avait plutôt l'habitude de dénommer responsable de communication interne. C'est vrai que responsable de la communication interne n'est qu'une dimension de la problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une prolifération de postes avec des choses beaucoup plus techniques hein, qui vont être sur l'acquisition de talents également. Et donc ça, on est sur l'impulsion. Après, en termes d'animation, c'est vrai que les managers de proximité ont un rôle absolument fondamental, à la fois en matière d'attraction, mais surtout en matière de rétention des talents, puisque statistiquement, une des causes principales de turnover et pourquoi les jeunes quittent de plus en plus rapidement et fréquemment les entreprises, en tout cas c'est ce qui est mis en avant, c'est en raison d'un mauvais management, euh, euh, malheureusement. Donc il y a toute une attitude, tout un discours, une batterie de formation à l'égard des managers de proximité à effectuer en entreprise. J'ai souvent donné aussi l'image d'une équipe sportive qui est extrêmement intéressante parce que vous avez la présidence qui incarne et qui est plutôt à la tête de la stratégie. Après, vous avez un projet sportif, un directeur sportif en charge du recrutement des joueurs et de la politique sportive. Parallèlement, vous avez un directeur administratif dans les clubs professionnels qui est en charge justement du marketing, du commercial et d'autres choses. Et forcément, le projet marketing se nourrit du projet sportif. Et puis après, vous avez les joueurs hein, et chaque poste a un rôle qui peut être important à différents niveaux, des choses qui sont très très visibles
et des choses qui sont un petit peu moins visibles, qui en tout cas sont absolument pas à négliger. Donc c'est long, hein, cette phase de structuration, d'animation, c'est un travail au long cours. Surtout quand votre marque est relativement récente également. Hein. J'ai discuté avec pas mal de patrons qui ont une dizaine d'années d'existence ou même un petit peu moins. Voilà, 10 ans d'existence pour une entreprise, c'est un bon moment pour se poser la question de la marque employeur et de la fidélisation de ses employés. Après, on voit bon nombre aujourd'hui, effectivement, de startups hein, qui finalement très rapidement travaillent directement justement leur marque employeur parce qu'on a un sujet justement d'attractivité des talents sur des métiers très pénuriques. Voilà, que ce soit sur des profils justement plutôt effectivement très digitaux pour une partie data, IT, etc. Aujourd'hui, c'est clairement la guerre. Le pouvoir, et d'ailleurs Covid ou pas, de toute façon ça n'a pas changé, le pouvoir est chez les candidats. Et donc du coup, les entreprises doivent redoubler du coup d'idées, de créativité, d'éléments justement qui leur permettront à un moment de créer cette différence. Et ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, Jean-Philippe, c'est que même les marques qui avant étaient hyper attractives, dans lesquelles tout le monde voulait au sortir de son école, voilà, faire ses premières gammes, aujourd'hui connaissent des vrais enjeux justement d'attractivité. Des L'Oréal par exemple, qui pouvaient vraiment voilà, attirer énormément de monde aujourd'hui, connaissent très clairement des sujets. Et c'est pas que parce que les jeunes diplômés sont intéressés par les startups. Oui, il y a les startups, mais après, en fait, on voit aussi aujourd'hui, et je pense que ça, par contre, c'est un point qui a été vraiment, qui a évolué avec cette crise. Voilà, la question de l'utilité, du sens que chacun va retrouver dans son travail, c'est un point qui, je trouve, moi, sur cette année-là, a bougé fondamentalement dans les attentes et dans les critères de choix justement des candidats qui soient jeunes ou du coup expérimentés, jeunes diplômés ou expérimentés qui a un vrai impact. Ouais, ça nous permet de faire une transition sur l'année qu'on vient de passer. Et donc, sur mon expérience, donc j'étais en train d'écrire et plutôt de finaliser la fin de l'ouvrage au moment où on est rentré en confinement. Donc, c'était absolument pas prévu, mais bien entendu, en négociant un petit peu avec l'éditeur, on s'est dit que c'était. Alors, la situation est dramatique ou problématique pour de très nombreux secteurs, mais en tout cas, il aurait été complètement stupide de ne pas l'exploiter dans le bouquin. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé un délai assez important et que j'ai rajouté un chapitre final sur l'impact du Covid et de la pandémie sur la marque employeur, en tout cas sur la thématique. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses à dire. C'est un véritable tournant sur le télétravail. En France, c'est vrai. Il y a pas mal d'entreprises qui n'avaient pas d'accord de télétravail et qui, force des choses, ont été obligées de s'adapter extrêmement rapidement. Donc, c'est vrai que ça a fait sauter pas mal de barrières psychologiques, notamment chez les RH, parce qu'on s'est aperçu dans de très nombreux cas que la productivité était intéressante. Alors, évidemment, ça a créé aussi des soucis d'isolement, des soucis technologiques, des soucis psychologiques. Donc, c'est quand même pas la panacée. Ça dépend des natures d'entreprise. Et il faut faire très attention, bien évidemment, sur la généralisation de ce type de relation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du télétravail, il y a un impact qui est majeur. Après, ce qu'on a observé également, c'est des entreprises qui ont adapté leur offre aux circonstances. On a vu Decathlon, pour revenir sur Decathlon, qui, comme pas mal d'autres entreprises dans le domaine du sport ou d'autres, ont contribué à l'effort collectif. L'effort collectif, on a un petit peu oublié parce que maintenant, c'est vrai qu'on ne se pose plus la problématique d'approvisionnement en gel et en masque, mais vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a pas mal de boîtes qui ont participé à cet effort collectif. Pas des moindres, hein, pas mal de boîtes de luxe également, le groupe LVMH. Donc, ce qui est important en termes d'agilité, ce qui est valorisant pour les employés également, justement parce que vous disiez qu'on cherche un sens à nos actions. Donc, c'était très pertinent à ce niveau-là.
Et puis, on a vu aussi des changements en matière de com, en matière de communication externe. Certaines entreprises ont décidé de plus communiquer pendant un temps, notamment sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas de Coca-Cola. D'autres entreprises ont communiqué sur vraiment l'adaptation à des circonstances et la marque employeur, des attitudes qui consistaient à remercier les employés, par exemple, ou McDo qui communique sur McDo, vous savez, chaque jour j'apprends. Donc une communication qui était moins axée sur l'offre, les produits, les services, donc beaucoup moins ostentatoire, on va dire, et par contre beaucoup plus responsable. Donc voilà, tout ça a un impact assez considérable sur tout ce que j'ai écrit auparavant. Il y a un enjeu sur le management, hein, comment est-ce qu'on manage des équipes aussi en télétravail. Moi, je suis toujours personnellement confronté à ça, hein, sachant que voilà, animer des réunions à 40-50 sur Teams, ça a ses limites à un moment donné. Faire des cours et partager des cours et des conférences aussi avec des étudiants full online, ça aussi c'est limite malheureusement quoi. Donc voilà, c'est une période qui est à la fois très problématique, mais aussi excitante, stimulante intellectuellement parce qu'elle remet à plat pas mal de considérations qu'on a pu observer. Suzanne, au niveau de l'activité, vous avez été en contact avec des entreprises sur comment déployer une marque employeur en contexte Covid, en fait, des choses liées à la pandémie. Ça a changé la vision de l'agence aussi et les pratiques ou pas? Alors, une chose est sûre, c'est que on a eu un certain nombre effectivement de clients qui se sont vraiment interrogés pardon, sur la posture à tenir. Certains qui étaient très gênés, comme vous le décriviez, de continuer à parler, alors qu'en fait, c'était pas le sujet du moment, donc du coup, ils se sont arrêtés. D'autres qui, par contre, eux, se disent, bah, de toute façon, moi, je suis en capacité de m'adapter, donc en fait, je vais communiquer à fond sur le fait que je continue, qu'il y a toujours des centaines de postes à pourvoir, que du coup, maintenant, ça se fait en visio, que ça avance très bien, etc. Donc oui, enfin, au final, l'impact du Covid, ça a été plutôt sur, voilà, sur les quelques premières semaines, je dirais, où les gens se sont plutôt interrogés sur quelle allait être la perception, justement, de leurs candidats, de leurs clients aussi, sur le fait de parler d'emploi, alors qu'en fait, on était en train de vivre une catastrophe et que la priorité était vraiment pas là-dessus. Voilà, et après, finalement, je trouve que tout est rentré finalement, je dirais dans l'ordre. En tout cas, ça a repris son cours. Et aujourd'hui, on continue à recevoir effectivement des appels d'offres, des briefs et des campagnes pour valoriser tous les jobs qu'il y a encore à pourvoir parce que malgré tout, il y a encore pas mal d'entreprises qui recrutent. Et je pense qu'il faut insister là-dessus aussi. Et après, pour les autres, du coup, c'est plus des accompagnements, dans ces cas-là, plutôt sur de la com interne, pure, sur lesquels on est mandaté. Avec justement des missions sur un moment, comment on accompagne auprès de tous nos collaborateurs, du coup, à la fois les décisions de l'entreprise, la vie et l'actualité de cette entreprise, puis les mesures prises, du coup, à l'égard des collaborateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le gros de la préoccupation. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, cette crise, elle a aussi, je trouve, énormément remis à l'honneur le rôle aussi du communicant interne, qui est un peu le parent pauvre d'une certaine façon par moment dans la com. Et tout comme, pareil, la communication RH pouvait être, avant qu'il y ait un peu ce renouveau autour de la marque employeur, un peu perçu comme, on va dire, le sujet pas le plus attractif. Et je trouve que du coup, effectivement, cette crise, elle a remis l'emphase aussi sur le rôle extrêmement important du communicant interne aujourd'hui dans les structures. Donc ce sera intéressant de voir ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, en tout cas quand je dis dans les 6, une fois qu'on aura retrouvé un monde euh, pas comme celui d'avant, mais qui s'en rapproche un petit peu, ce sera intéressant de voir justement s'il y a des nouvelles ruptures dans les organisations. J'ai oublié de mentionner aussi, c'est très gênant sur des phases critiques en fait du cycle de vie de l'employé, notamment le recrutement et l'onboarding, parce que du coup, on est passé sur des recrutements qui sont essentiellement online, alors que généralement, un candidat adore se rendre sur les lieux de l'entreprise, prendre un petit peu la température. Donc là, ça génère des situations qui sont parfois
un peu étrange et un peu inconfortable. Et c'est vrai que pour l'intégration, une fois qu'on est, sachant qu'en temps normal déjà, hors période Covid, il y a une part non négligeable de nouveaux intégrés qui vont quitter l'entreprise, même parfois le premier jour, la première semaine, le premier mois, qui sont assez spectaculaires là-dessus. Donc du coup, on a cette espèce d'incertitude d'être embauché, intégré, mais en commençant en télétravail, pas forcément rencontrer physiquement les collaborateurs et son manager. Donc ça aussi, c'est très critique. Et pour les départs, n'en parlons pas également, hein, puisqu'on a eu des départs, généralement des départs qui sont fêtés, qui sont aussi un moment de la vie d'une entreprise. Qui du coup, on ne peut pas réunir de personnes, on ne peut pas festoyer, on ne peut pas manger. Des gens qui parfois ont une ancienneté importante, qui vont quitter l'entreprise. On peut se rattraper après, on se rattrapera sans doute après, mais je pense que dans toutes les boîtes, on a aussi cette situation d'un collaborateur qui quitte l'entreprise un petit peu en catimini. Oui, Arnaud? Jean-Philippe, pardonne-moi, justement, j'ai une question là. Dans les écoles, ça va rappeler quelque chose certainement à Suzanne, à qui je demande de bien vouloir m'excuser d'avoir oublié de dire qu'elle était une alumni. Non, mais on est en pleine intégration, structuration des assos, des équipes. Et j'ai une question là par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Dans l'expérience collaborateur, est-ce qu'il y a un parcours, est-ce qu'il y a des étapes à ne pas manquer? Et si oui, comment faire en distanciel? Sur la partie donc, du onboarding, hein, c'est ça, de l'intégration. Ouais. Oui, parce que Suzanne, juste pour préciser, toutes les campagnes de recrutement sont faites beaucoup sur Internet, ça a été beaucoup moins vivant que celles qu'on a pu connaître auparavant sur les campus. Oui, oui, je comprends bien. Après, en fait, sur la phase d'intégration, je pense que ce qui est toujours important, c'est déjà la clarté sur l'équipe dans laquelle on arrive. À un moment, c'est tout bête, mais on est tous des êtres humains et on a absolument besoin d'y voir très très clair sur quel est notre core team, à qui on réfère, etc. Nous, on met justement en place, par exemple, des programmes de parrainage qui sont des actions extrêmement intéressantes et qui permettent de faciliter justement l'intégration des collaborateurs dans les entreprises. Ça, c'est des choses intéressantes. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi une vraie logique des 100 jours, comme quand un PDG ou une PDG prend son poste. On sait très bien qu'il a 100 jours pour faire ses preuves. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose, je trouve. En tout cas, moi, je le réfléchis de cette façon-là sur l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est du coup travailler spécifiquement selon sa culture d'entreprise, selon le métier qu'on exerce, selon voilà, tout un nombre de paramètres qui sont quand même très spécifiques dans cette roadmap-là des 100 jours. Quels sont les incontournables qu'on doit manquer. Et ça, on va dire, des exercices, voilà, des déploiements intéressants de réaliser aussi avec les collaborateurs. Finalement, se dire, c'est quoi cet onboarding idéal quand on est collaborateur chez X, de le réfléchir en mettant autour de la table des jeunes embauchés. C'est hyper précieux, ça nous fait gagner un temps de dingue. Je ne l'ai pas précisé, mais au sein de l'agence, moi, je coach l'équipe justement d'intelligence collective. Et donc, c'est aussi voilà, une des raisons pour lesquelles on pousse énormément le collaboratif, parce que ça nous permet en très peu de temps de maximiser vraiment la qualité des résultats. Donc, du coup, Arnaud, il n'y a pas de recette miracle, mais voilà. Non, mais merci. Enfin, je retiendrai, moi, je m'en servirai pour mes cours, cette idée de construire l'histoire avec les principaux concernés et de dégager les moments à valeur ajoutée. Alors, j'ai une autre question. En fait, j'ai deux questions. Je vais poser la première peut-être à Jean-Philippe d'abord, et puis la deuxième plus peut-être Suzanne, mais vous me direz si j'ai bien réparti. La première question, c'est puisqu'on est sur une forme de réplication du marketing, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'avoir une sorte de RH washing où en fait on promet des choses qu'on ne tient pas, et est-ce que finalement pour embaucher à tout prix, on ne crée pas parfois des désillusions? Je pense que ça fait référence à tout ce qu'on voit monter, notamment sur les réseaux, comme une sorte de séduction en fait des jeunes talents. Oui, il y a ce risque-là avec des techniques qui vont de plus en plus loin pour se distinguer. Il y a toute une partie dans
dans l'ouvrage sur l'intelligence artificielle et le gaming, tout ce qui est gamification et attraction, où les boîtes en font des tonnes, en font énormément. Là-dessus, justement, les grands cabinets en font partie, notamment avec des serious games en leur nom. Des process d'intelligence artificielle qui font un peu peur. Alors, il y a le risque, effectivement, du greenwashing appliqué au RH à partir du moment où c'est pour ça que la communication de la marque employeur est très importante et qu'elle doit être véridique, authentique, avérée par des faits. Parce qu'on a connu ça aussi dans le monde de la relation au client, hein, de ces entreprises qui, dans les années 90, début des années 2000, ont commencé à vanter des promesses écolo sociales qui tenaient absolument pas la route. Hein. Je vous renvoie au scandale des sous-traitants de Nike en particulier ou autres. Donc oui, ce risque existe. Il y a un risque aussi, justement, c'est les risques liés à l'intelligence artificielle. À partir du moment où on a une société qui propose et ça marche très très fort, à des grandes boîtes d'être un peu plus efficaces sur leur process, sur le tri des CV, d'avoir des algorithmes, de raisonner essentiellement sur une analyse de gestuelle, une analyse textuelle également pour faire un tri là-dessus. On passe peut-être aussi à côté d'une part d'humain, de la connaissance de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, d'un dialogue. Mais c'est vrai qu'il y a la tendance qui vient aussi du marketing produit aux algorithmes, à la connaissance du client et la surconnaissance, tu vois, de l'employé, ce qu'on appelle le candidat persona, qui est inspiré aussi du buyer persona, existe de manière très forte. Sachant que les entreprises, à partir du moment où elles ont survendu, en cas de problème, en cas de crise majeure, le prendre comme un boomerang. Il y a pas mal d'exemples. Il y a eu Volkswagen en particulier. Volkswagen a quand même menti à ses clients sur les particules écologiques de son produit. On a le slip français, qui est un cas intéressant, également plus récent, que vous connaissez sans doute, mis à mal par ses propres employés, d'accord, qui ont fait un blackface. Et à l'heure des réseaux sociaux, évidemment, tout ça est extrêmement observé et va nuire à l'attitude de l'entreprise derrière est à suivre de très très près. Ils n'ont pas cherché à comprendre réellement au slip français. Ils ont dénoncé tout de suite. Ils ont mis à pied les candidats et ils ont communiqué à l'égard du grand public comme quoi les actes des employés ne reflètent pas les valeurs de l'entreprise très, très, très clairement. Donc, oui, ce risque existe, d'où l'idée quand même d'avoir une communication qui soit véridique, qui soit authentique, qui soit au top et qui soit incarnée surtout par les employés. Parce qu'en termes de recommandations, c'est vrai que les candidats, je ne sais pas si c'est le cas des gens qui sont dans le public, mais un discours du DG, un discours du RH, du responsable communication générera moins de confiance que le discours des employés ambassadeurs qui vont. On voit beaucoup de tutos, on voit beaucoup de petites vidéos sur des employés qui vont décrire leur quotidien. Et quelque chose qui est réalisé avec des acteurs, ça se sent tout de suite en fait par rapport à quelque chose qui est extrêmement authentique. Je l'ai vu moi, je l'ai fait sur le cas Heineken en fait à la brasserie sur Marseille et voilà, eux sont allés très très loin en matière de pédagogie, de technique, de métier. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que va chercher le candidat, plus que de grands discours sur les valeurs qui émaneraient de la DG. J'ai formulé une réponse un peu longue. J'espère avoir été. Alors, j'ai une autre réponse, j'ai une autre question, pardon, avant d'en venir à une question posée par Jérémy à l'instant. C'est une question peut-être plus pour celui-là. Est-ce que vous observez dans le rôle d'agence des faits émergents comment dirais-je, en écho au mouvement Balance ton hashtag? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui s'empare des accusations de harcèlement? Est-ce qu'il y a un suivi de ce genre de hashtag pour gérer la marque employeur? Un suivi, c'est-à-dire, est-ce que nous, dans notre job et nos missions agences, du coup, c'est le genre on va dire, de lieu et d'éléments qu'on va suivre, c'est ça? C'est bien ça la question? Oui.
Ouais. Oui, oui, évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que nous, notre mission en tant qu'agence conseil, c'est qu'à un moment, on soit au courant, au fait, de ce qui se raconte. De ce qui se raconte, en l'occurrence, sur l'employeur. Et donc, oui, oui, on suit forcément ces sujets-là. C'est là où c'est intéressant parce qu'au final, on retrouve des sujets, des techniques qui sont des sujets de communication de crise, hein. Donc voilà, après, on reste en France. À la base, il y a quand même la présomption d'innocence. En revanche, on ne peut pas rester neutre, c'est-à-dire que nous, derrière, notre recommandation, c'est que de toute façon, si il y a des choses qui sont dénoncées ou en tout cas partagées sur ces réseaux, aujourd'hui, l'entreprise, elle se doit de prendre acte et ensuite, derrière, de regarder, d'enquêter et de prendre ensuite les mesures nécessaires si les mesures nécessaires il y a. Mais oui, évidemment, c'est des choses qu'on regarde et qu'on suit. Ouais, tout à fait. Juste Arnaud, du côté des grands groupes aussi, ça s'appelle la veille réputationnelle. C'est la mise en place de war room. Alors le nom est évocateur, hein, des cellules de guerre. Ça existe chez Nestlé, ça existe chez Microsoft. C'est-à-dire des professionnels qui sont en veille, qui vont justement écouter tous ces signes positifs et surtout les signes négatifs qui peuvent émaner à un moment donné sur un réseau social en Chine, en Argentine. Enfin, voilà, c'est des dispositifs qui sont extrêmement complets. Évidemment, il faut avoir de le mettre en place. C'est pour ça que c'est propre à ces grandes structures là, bien entendu. Et puis après, c'est aussi une partie importante qu'on n'a pas évoquée, parce qu'on ne peut pas évoquer tous les points, mais il y a matière à se renseigner sur les comportements d'entreprise. Les entreprises sont classées et rankées aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs instituts qui génèrent des classements qui sont parfois très connus, comme le Great Place to Work, par exemple, avec une méthodologie intéressante qui confronte la perception des employés en temps réel avec les pratiques des entreprises. Le classement Universum. Le classement Universum est intéressant parce qu'il tient compte des perceptions des étudiants. Comme ça, a priori, quelles sont les entreprises que vous jugez les plus attractives et elle compare ces perceptions avec des personnes en poste junior, mais un peu plus expérimentées en fait. Et on s'aperçoit souvent qu'à la fois dans les écoles d'ingé et dans les écoles de commerce, que les classements et les perceptions varient. Il y a Glassdoor aussi. Glassdoor, c'est intéressant, c'est vraiment sur le principe de la recommandation tel qu'il a été inspiré par les produits, c'est-à-dire qu'il y a les employés à un moment donné qui vont manifester en positif ou en négatif sur la culture d'entreprise, sur les pratiques managériales, etc., etc. Tu as un classement du Reputation Institute également, tu as le classement Top Employer, tu as le classement aussi, après il faut regarder les méthodologies en détail, mais il y en a qui communiquent plus que d'autres, qui sont plus attractifs que d'autres, tu as Top Employer également. Et c'est vrai qu'une entreprise comme Decathlon s'est distinguée sur à peu près toutes ces méthodologies là-dessus. Ce qui en dit non quand même sur le travail de fond qui a été entrepris par la boîte en une vingtaine d'années. Une nouvelle fois, il y a une vingtaine d'années, la boîte a eu du mal avec la mise en place des 35 heures. C'était pas gagné, quoi. Comme quoi, faut jamais désespérer avec de la méthodologie, des ressources, des compétences, des moyens, on arrive à construire une marque employeur. Ok, alors j'ai une autre question donc, de Jérémy cette fois-ci. Dans le cadre des relations écoles et du suivi du plan d'action d'une entreprise, y a-t-il un logiciel spécialisé dans la marque employeur type CRM pour le suivi du client interne? C'est les SIRH peut-être, non? Ah, il n'y a pas votre micro, Suzanne. Je disais, ouais, le SRH, lui, il va gérer vraiment toute la brique de candidature. En tout cas, à ma connaissance, sur vraiment l'aspect relations école. Et en plus de ça, c'est hyper important, les relations école. Il y a quelques sites qui sont vraiment, on va dire, de référence. Je pense à un Job Teaser, par exemple, qui a fait, voilà, qui s'est vraiment imposé aujourd'hui sur ce sujet-là. Sinon, après, en tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas du tout en tête un logiciel en tant que tel, et ce d'autant plus que justement, tout l'enjeu des relations à l'école, c'est qu'à un moment, on remet énormément d'humains
là-dedans pour réussir à se distinguer. Donc, les entreprises qui ont des gros programmes de relations écoles, elles ont surtout voilà, des gens qui sont en charge de ça. Et comme un commercial va aller voir ses clients sur le terrain régulièrement, prendre le pouls, voilà, et travailler avec, c'est exactement la même chose qui est menée au sein des entreprises sur les enjeux de relations écoles. C'est ce Jean-Philippe? qu'on essaie, ouais, c'est ce qu'on essaie de faire à Kedge, hein. Quand on regarde les dispositifs, il y a pas mal de moyens pour entretenir un relationnel constant avec les entreprises. Il y a à tout seigneur, tout honneur les journées My Way, hein, de rencontres, des journées qui sont complètement sanctuarisées, dédiées à la rencontre justement, qui sont parfois des pré-recrutements, de l'identification de candidats. Généralement, les entreprises envoient des anciens de l'école qui connaissent très bien qui connaissent très bien le contexte avec des offres, d'accord, donc des choses qui sont vraiment très concrètes. Après, le but de la pédagogie aussi à Kedge, je pense qu'on le fait à peu près tous, c'est d'intégrer des professionnels au sein de nos cours, avec une valeur d'exemple accrue si ces professionnels sont aussi des anciens. Vous avez l'organisation de challenge. Alors, il y a des entreprises qui vont un petit peu plus loin, c'est ce que fait Decathlon également là-dessus, qui vont organiser des concours, des challenges auprès de masses critiques d'étudiants également. Vous avez les visites de l'entreprise organisées également, à l'initiative des relations entreprises, des professeurs ou autres. Et vous avez aussi ça concerne moins les étudiants, mais des entreprises qui vont financer la donc c'est une véritable stratégie. Les ponts sont très nombreux, mais sont essentiellement, comme le disait Suzanne, humains. On a des points de contact qui sont humains là-dessus. Il y a des grands événements. Oui, j'oubliais la croisière EDEC, le 4L Trophy. Il y a pas mal d'événements aussi, souvent sportifs, hein, puisque le sport fédère, où des entreprises sont en compétition avec des étudiants, ce qui permet de juger les soft skills très souvent, de juger les caractères de ce jeune étudiant sur un bateau, par exemple, en situation de difficulté. Est-ce que cet étudiant a un comportement de leader? Comment est-ce qu'il communique? Tous ces aspects-là, oui, on a des très grands événements qui lient les universitaires, les universités et les étudiants aux entreprises aussi. Et alors, peut-être un dernier point, là, il va falloir qu'on s'arrête bientôt, mais Hugo fait remarquer qu'effectivement, au-delà de la réputation et des bad buzz, est-ce que cette culture de la marque employeur, ça ne peut pas favoriser le risque de déception? C'est un peu l'idée, peut-être que la mariée Bah, tombe si un c'est peu comme, trop. c'est, oui, c'est possible, dès lors que c'est mal fait, ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier et on essaie de le faire bien. Donc oui, c'est possible, mais comme exactement pareil que quand quelqu'un va nous refourguer un produit, qui soit un yaourt, une couche culotte ou je sais pas quel logiciel en face, qui voilà, sera pas à la hauteur de la promesse qu'il a faite. Oui, bon. Ouais, Non, le mais ça meilleur paraît moyen. effectivement un risque, mais euh, Mais si on le fait bien, voilà, si on le fait bien en repartant, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail qui doit être un travail de long cours. On se lève pas un matin en disant, tiens, voilà l'histoire qu'on va raconter. C'est un travail on doit faire de l'enquête, on doit faire du terrain. Nous, au sein de l'agence, on croit énormément justement au terrain et on est au contact. Et quand on travaille, que ce soit sur une marque ou une marque employeur, à un moment, il ne faut pas du tout que ce soit un travail qui soit fait en chambre. Il faut avoir je dirais du coup le courage d'aller affronter la vraie réalité et de savoir composer correctement avec cette vraie réalité. très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je remets ma caméra. On n'a plus de questions. Il est 8h15. Jérémy nous dit merci, mais cher Jérémy, ce fut un plaisir de lire votre question. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous revoir très vite. Faites-moi confiance, on va se revoir. Bien, merci beaucoup Suzanne, merci beaucoup Jean-Philippe. Je rappelle qu'il y aura la possibilité pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient peut-être coincés dans un autre webinaire de voir la conférence en replay
conférence qui était très intéressante. Merci beaucoup Avec plaisir. à tous les deux. Merci Arnaud, merci Suzanne. Merci, Merci. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.